Cher modérateur, chers confrères, je vous remercie de me laisser l'opportunité de parler justement de cette expérience lyonnaise de l'utilisation de l'allogreffe dans la rupture chronique de l'appareil extenseur après prothèse totale du genou. Expérience lyonnaise qui a été publiée l'année dernière sous forme de note technique et cette année avec la publication de la série du service dans International Orthopedics. Tout a déjà été plus ou moins dit par mes collègues précédemment. C'est une complication qui est rare, avec des conséquences potentiellement dramatiques pour la qualité de vie du patient et aussi pour le chirurgien parce que ça implique généralement une reprise chirurgicale qui peut être souvent difficile, avec notamment la possibilité d'avoir recours à des traitements de sauvetage comme le ligament synthétique ou les auto- ou allogreffes. L'objectif de cette présentation, c'est de présenter les résultats à moyen terme de la technique qui est chère au service de Croix-Rousse, d'allogreffe partielle d'appareil extenseur du genou avec modification technique en sablier. Nous l'avions visé sur la rupture chronique du tendon patellaire uniquement et sur deux populations distinctes, donc le genou natif et le genou prothétique. Et l'hypothèse était que le résultat évidemment serait meilleur chez le genou natif. Donc il s'agit d'une étude observationnelle, monocentrique et rétrospective. Très important, selon nous en tout cas, le sizing préopératoire du genou contralatéral du patient afin de trouver et de commander l'allogreffe la plus adaptée au genou de notre patient. Le jour de la chirurgie, les dimensions de l'allogreffe, une fois reçues, étaient vérifiées, des prélèvements bactériologiques étaient réalisés et elle était trempée dans de la rifampicine et dans du sérum physiologique chaud. La préparation se faisait en 3 étapes. Tout d'abord la préparation de l'allogreffe elle-même, qui pouvait éventuellement être déléguée par un collègue en formation. On mettait vraiment l'accent sur la forme en sablier de la baguette patellaire et la baguette tibiale était, elle, réalisée en forme de trapèze. Ensuite, on exposait le genou et, de manière miroir, afin de recevoir l'allogreffe, on faisait une tranchée patellaire en forme de sablier. Et au niveau de la TTA, on faisait une forme trapézoïdale dans la TTA. Et la troisième, c'est l'implantation de la greffe, qui était stabilisée en press-fit au niveau de la patella et dans la tranchée de TTA, et stabilisée par des cerclages et des vis en compression. En extension évidemment complète, on allait suturer le tendon quadricipital par de nombreux points non absorbables. Donc j'ai mis fiber wire. Donc voici un résumé assez didactique et clair de la technique. On voit vraiment qu'on fait une augmentation et on vient encastrer notre allogreffe partielle d'appareil extenseur afin d'être conservateur sur la rotule native du patient. En post-opératoire, comme notre collègue le docteur Abdel, on avait tendance à être très drastique, à immobiliser le genou pendant 3 mois dans une attelle plâtrée. Et on commençait la mobilisation uniquement à partir de 3 mois afin de permettre à l'allogreffe de s'intégrer. Voici notre flowchart. Des 31 patients que nous avions screenés, on avait pu répartir 9 patients dans le groupe rupture du tendon patellaire après PTG et 8 patients dans le groupe genou natif. Le critère de jugement principal était le déficit d'extension active inférieur à 10 degrés qui, selon nous, permettait de juger du succès ou non de cette chirurgie. Les critères secondaires étaient cliniques, fonctionnels et les éventuelles complications qui étaient recueillies. Voici le tableau des démographies de nos patients où on voit effectivement en comparant nos deux groupes que le groupe PTG était nettement plus âgé que le groupe genou natif, mais que le follow-up était sensiblement le même avec 42 dans le groupe PTG et 39 dans le groupe genou natif. Fait intéressant, 7 patellas sur 9 étaient resurfacées dans le groupe PTG. Voici le résultat sur notre critère de jugement principal. On voit une nette différence en termes d'extenseur lag, c'est-à-dire 12 degrés dans le groupe PTG et 1,2 degré dans le groupe genou natif. Ceci est expliqué au fait que nous avions 3 échecs d'allogreffe dans le groupe PTG, donc 33% d'échecs. Quand on s'amusait à enlever ces 3 échecs, on voyait que les genoux verrouillaient très bien avec une moyenne de 3,3 degrés. Et notamment, on n'avait pas de différence entre les flexions pré-op et post-opératoires. Rapidement une diapo pour montrer qu'on avait une amélioration des scores fonctionnels et une normalisation de la hauteur patellaire dans tous les cas.
Dans le rayon des complications, pour les genoux natifs, nous avons noté 4 migrations patellaires infracentimétriques, mais qui n'avaient aucune répercussion clinique, notamment pas de rupture et pas de sepsis. Par contre, dans le groupe des complications dans les PTG, nous avions nos 3 échecs d'allogreffe, pas de distension de greffe, donc pas d'extenseur lag, et pas de sepsis. Donc un petit mot d'historique, c'était Monsieur Dejour qui en 92 avait émis l'hypothèse qu'on pouvait utiliser l'appareil extenseur contralatéral afin de reconstruire l'appareil extenseur ipsilatéral. Et ensuite c'est Monsieur Néret qui a utilisé l'idée et qui l'a mené jusqu'à son terme avec ces 2 publications dont je vous ai parlé l'année dernière et cette année. Il s'agit d'une philosophie qui se veut conservatrice sur la rotule du patient, et la modification technique en sablier pour nous permet de limiter le risque de déplacement secondaire. Donc un brin de discussion, bon, il faut que j'update un peu mes chiffres, puisque clairement la technique de Hansen a des résultats beaucoup plus efficaces, mais on est quand même plutôt comparable en termes de résultats. Nous avons 33% d'échecs après les PTG, et dans les appareils extenseurs complets, on navigue un peu dans ces eaux-là, avec des taux d'échec de 27% à 38%. Donc voici nos 3 échecs. On avait une rupture d'allogreffe, une fracture de patella, mais sur patella non surfacée, ce qui est assez intéressant, et une pseudarthrose de TTA sur un genou qui était déjà multi-repris. Donc a priori, il n'y avait pas de risque réel sur la patella si on était suffisamment prudent et si on faisait vraiment attention en cas de resurfaçage de patella, mais probablement que nos échecs étaient liés en fait à la biologie, c'est-à-dire qu'on avait un mauvais résultat quand le stock osseux était de mauvaise qualité. Les limites de notre étude, il s'agit d'une étude plutôt de faible puissance, mais la technique n'a jamais été proposée, jamais publiée, et il s'agit globalement d'une complication rare. Donc les take-home message, c'est que c'est une technique qui est quand même plutôt séduisante, cette technique d'allogreffe partielle en sablier, qui est séduisante surtout chez les genoux natifs, où il n'y a quasiment aucun échec d'ailleurs, mais on est plutôt pondéré après prothèse totale du genou, car nous avons 33% de taux d'échec, qui reste quand même comparable aux résultats de la littérature, mais étant donné le caractère assez difficile de cette chirurgie et plutôt exigeante, la décision dans le service était de passer plutôt sur des allogreffes massives d'appareils extenseurs quand il s'agissait de rupture chronique du tendon patellaire après prothèse totale du genou. Je vous remercie pour votre attention.